Beaucoup d'individus, se croyant très intelligents, s'amusent à dire que le fascisme serait proche du socialisme, du communisme, voire serait d'extrême gauche, en mettant bien entendu tout et n'importe quoi derrière cette expression. Qu'en est-il réellement? Je vais ici présenter quelques points concernant le fascisme et plus précisément au sujet du fascisme italien. Cette formation sera divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, nous verrons si on peut qualifier Mussolini de socialiste ou non, si donc il était plus proche du socialisme ou du libéralisme. Ensuite, nous verrons l'attitude des libéraux vis-à-vis de Mussolini lors de son arrivée au pouvoir. Dans une troisième partie, nous verrons la politique menée par Mussolini suite à son accession au pouvoir. Et enfin, nous étudierons la politique fasciste suite à la Grande Dépression. Avant toute chose, il est important de se rappeler que l'Italie, post-Première Guerre mondiale, se trouvait dans une situation particulièrement instable. Le mouvement ouvrier était en pleine ébullition, comme dans d'autres pays d'ailleurs, et des usines étaient occupées par les travailleurs qui, parallèlement à cela, réalisaient de nombreuses grèves. Un mouvement de type insurrectionnel, potentiellement révolutionnaire, était donc en train d'apparaître, chose qui terrifiait énormément la bourgeoisie italienne qui s'approcha alors au mouvement fasciste naissant, trouvant chez eux une potentielle issue. Ces gens qui s'amusent à dire que Mussolini était de gauche aiment bien rappeler que fut un temps, il a appartenu au Parti socialiste italien. S'il est vrai qu'à un moment donné, il a appartenu à ce parti, il a renié ce passé et il ne peut en aucun cas être qualifié de socialiste, ou tout simplement de gauche. Il le dit lui-même en 1935 dans la Doctrina del Fascismo. Il dit: le fascisme est contre le socialisme. On ne peut être plus clair. En 1922, Mussolini est nommé Premier ministre d'Italie et forme un gouvernement. Il exprimait déjà très clairement qu'il était opposé à l'intervention de l'État dans l'économie. En juin 1921, Mussolini déclara face au Parlement que l'État selon lui, doit avoir une police, un système judiciaire, une armée, une politique étrangère. Et ensuite que toutes les autres choses, et Mussolini là-dedans il n'exclut pas l'enseignement secondaire, doivent, selon lui, revenir à l'activité privée des individus. Il conclut en disant que si l'on veut sauver l'État, l'État collectiviste doit être aboli. Ce n'est pas très socialiste tout ça. Continuons avec les déclarations de Mussolini. En novembre 1921, dans un discours, il dit ceci: en ce qui concerne l'économie, nous sommes explicitement anti-socialistes. Je remettrai les chemins de fer et les télégraphes à des mains privées, car la situation actuelle est scandaleuse et vulnérable dans toutes ses parties. L'État éthique n'est pas l'État monopolistique, l'État bureaucratique, mais celui qui réduit ses fonctions à ce qui est strictement nécessaire. Nous sommes contre l'État économique. Dans le programme du Parti national fasciste de 1921, il est donc très clairement dit que les entreprises industrielles et des choses telles que le secteur ferroviaire ou postal devaient retourner entre les mains du secteur privé. En septembre 1922, peu avant l'arrivée au pouvoir de Mussolini, il dit: il faut mettre un terme à l'État ferroviaire, à l'État postal, à l'État assureur. Nous devons mettre un terme à l'État qui gaspille de l'argent de tous les contribuables italiens et aggrave les finances épuisées de l'État italien. Cela ne rappelle pas un certain discours que l'on entend ces derniers temps? Ensuite, beaucoup de rigolos aiment aussi citer le manifeste fasciste de 1919 pour justifier que le fascisme serait du gauche, ou du moins serait contre le capitalisme libéral. Ils oublient de préciser que ce manifeste ne fut pas écrit par Mussolini, mais par Alceste de Ambris et Filippo Marinetti. Si le second va finir par soutenir les choix politiques de Mussolini jusqu'au bout, le premier,
qui a rejeté le régime de Mussolini qu'il considérait réactionnaire et contraire aux intérêts des travailleurs, va même finir par s'exiler en 1923. Quand Mussolini arrive au pouvoir, il forme un gouvernement avec les libéraux et les conservateurs d'Italie, une coalition d'union des forces bourgeoises, donc, de l'oligarchie aussi, afin de sauver le système contre justement les forces ouvrières. Lors des élections italiennes de 1924, le Parti national fasciste y participe en alliance avec le Parti démocrate libéral, le Parti libéral italien et le Parti populaire italien, des démocrates chrétiens. Cette coalition a obtenu la majorité absolue des sièges grâce à la loi Acerbo. Les libéraux et les conservateurs, durant la motion de confiance du 25 juin 1924, vote en faveur de Mussolini. Le libéral italien Benedetto Croce justifie l'appui libéral aux fascistes dans le Giornale d'Italia le 9 juin 1924 en disant que le fascisme était un, je cite, point de passage pour la restauration d'un régime libéral plus sévère dans le cadre d'un État plus fort. D'autres libéraux italiens, tels que Antonio Salandra, ont applaudi l'arrivée du fascisme au pouvoir. Cet appui de la part des libéraux italiens au fascisme n'est en réalité pas surprenant quand l'on voit que les grands penseurs du libéralisme économique du XXe siècle l'ont soutenu. Ludwig von Mises, par exemple, en plus d'avoir occupé plusieurs postes importants lors de la dictature austro-fasciste de Dollfuss en Autriche, s'est uni à l'organisation fasciste Vaterlandische Front le 1er mars 1934, selon Hülsmann. Ceci a eu lieu juste après la guerre civile autrichienne qui a duré entre le 12 et le 16 février 1934 et l'illégalisation des organisations communistes et social-démocrates dans le pays par Dollfuss juste après ça. Pendant ce temps, les membres de ces partis étaient assassinés et réprimés. Von Mises avait une grande tolérance pour le fascisme, qu'il voyait comme une idéologie capable de freiner le communisme et la social-démocratie de façon rapide et violente afin de garantir la sécurité pour la propriété privée des moyens de production et la sécurité donc pour l'ordre capitaliste. En 1927, Ludwig von Mises disait les actes des fascistes et des autres partis associés constituaient des réflexes émotionnels provoqués par l'indignation consécutive aux actions bolcheviques et communistes. Dès que les premiers excès de colère furent passés, leur politique prit un tour plus modéré. Bon, on va dire ça, et continuera probablement de plus en plus sur cette voie avec le temps. Cette modération est le résultat des idées libérales traditionnelles qui continuent à exercer leur influence sur les fascistes. On ne peut nier que le fascisme et les mouvements similaires qui cherchent à mettre en place des dictatures sont remplis des meilleures intentions et que leurs interventions pour l'instant sauvé la civilisation européenne. Le mérite qui en revient au fascisme demeurera éternellement dans l'histoire. Mais bien que sa politique ait apporté provisoirement le salut, elle n'est pas de nature à nous assurer les succès futurs. Le fascisme était une solution d'urgence. Le considérer comme quelque chose de plus serait une erreur fatale. Qu'est-ce que l'on observe ici? On observe que pour ce grand penseur du libéralisme du XXe siècle, le fascisme était quelque chose avec de bonnes intentions, influencé par les idées libérales traditionnelles, et quelque chose qui, en fin de compte, constituerait une solution d'urgence, une issue de secours donc, pour le système face à la colère et aux revendications des travailleurs en lutte. Il reconnaît les limites du fascisme, qui seraient même fatales selon ses propos.
On sait tous à quel point cela a été fatal à l'avenir. Cependant, le fait qu'ils le reconnaissent, malgré ce fait-là, eh bien, ils osent quand même présenter le fascisme et les fascistes comme des sauveurs. Pourquoi? Eh bien, parce que malgré tout ce que représentait le fascisme, déjà à l'époque où il écrivait cela, malgré le fait qu'ils connaissent déjà vers où pouvait mener le fascisme, des conséquences fatales selon ces termes, eh bien, en tant que représentant de la bourgeoisie et de l'idéologie bourgeoise, cette solution d'urgence, comme il le dit lui-même, que constituerait le fascisme et tout ce qui va avec, serait préférable à la révolution. Il vaudrait donc mieux, au nom de la préservation du système capitaliste et oligarchique, d'accepter ce pouvoir autoritaire, ce pouvoir terroriste contre les masses, afin de s'assurer de l'élimination physique de l'ensemble des éléments pouvant représenter une menace pour l'ordre capitaliste. Le premier objectif de ces gens, qui parlent au nom de leur pseudo-liberté, en tant qu'élément bourgeois, oligarchique, sera toujours le maintien de ce système dont ils font partie. Et au nom de cet objectif, au nom de la survie du système, et ce malgré tous leurs beaux discours, toutes leurs belles paroles, ils sont en réalité prêts à tout sacrifier, tant qu'ils auront en échange la garantie que le peuple se tiendra tranquille. Suite à sa prise de pouvoir, Mussolini nomma Alberto De Stefani en tant que ministre des Finances en 1922. De Stefani était un économiste libéral connu qui a commencé à appliquer un large laisser-faire économique. Mussolini définit sa politique économique en 1923 de cette façon. Le gouvernement accordera une pleine liberté à l'entreprise privée et abandonnera toute intervention dans l'économie privée. Comme le signale Descorso dans son texte, les impôts ont été réduits, texte qui sera dans la bibliographie à la fin, les impôts ont été réduits, des entreprises publiques ont été privatisées, l'impôt sur l'héritage, pour être précis, introduit par les socialistes, a été supprimé, et via la baisse des droits de douane, il y a un développement du marché extérieur. De Stefani, fervent croyant de la théorie libérale du monétarisme concernant l'inflation, décida aussi de faire brûler 320 millions de lire italiennes. Aussi, selon De Corso, les dépenses publiques ont grandement baissé durant cette période, tandis que la dépense privée, elle, n'a pas arrêté de croître. Avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini, comme on peut le voir dans le graphique qui est présenté, en 1922, en seulement un an de pouvoir fasciste, la dépense publique baisse de 32%, soit quasiment un tiers. Et en 1929, eh bien, la dépense publique n'était plus qu'à 65,1% de son niveau de 1922. Dans un discours du 18 mars 1923 au congrès de la Chambre du commerce international à Rome, Mussolini dit: les orientations économiques du nouveau gouvernement italien sont simples. Je pense que l'État doit renoncer à toutes ses fonctions économiques, en particulier à caractère monopolistique. L'Italie fasciste a été parmi les premiers États, selon elle, euh, de l'histoire moderne à privatiser des entreprises d'État, surtout à cette échelle massive. Les fascistes, en respectant ce qu'ils avaient dit dans leur discours, ont mis fin au monopole public d'assurance. Ils ont mis aussi fin à la plupart des réseaux étatiques de téléphone qui ont été vendus. Et l'entreprise Ansaldo a été privatisée, les péages autoroutes aussi, là aussi selon Bell. Ces mesures ont tout de même été gênantes à terme pour, d'une part, le secteur bancaire privé, de par la déflation qui a affecté les marchés financiers, mais ces mesures ont aussi affecté négativement l'industrie lourde et la grande agriculture de par le manque de protection accordée à ces secteurs, du fait de la réduction des droits de douane et des aides gouvernementales aux propriétaires privés. À cause de ces mauvais résultats,
et de la nécessité de rechercher un coupable, le ministre libéral des Finances De Stefani est remplacé par un homme d'affaires dénommé Giuseppe Volpi. Ce dernier, jusqu'à son départ du gouvernement en 1928, maintient une politique de rigueur budgétaire stricte. En 1929, Mussolini signe les accords de Latran avec l'Église catholique, ce qui suppose le rétablissement des pleines relations entre d'une part le Royaume d'Italie et de l'autre l'Église catholique. Mussolini interdit aussi les libertés syndicales, les grèves et les syndicats de classe. Cela fut possible grâce au pacte de Chigi et Vidoni avec les représentants de la haute bourgeoisie italienne, selon Crouzet. Le rôle du fascisme fut défini d'ailleurs par ce Crouzet de cette façon. En définitive, le fascisme est essentiellement un mouvement réactionnaire et anti-ouvrier, fondé sur la base du mythe de l'élimination de la lutte de classe. La destruction des partis et des syndicats sont les premiers actes à partir desquels les travailleurs sont désarmés et placés dans une situation irrémédiablement inférieure vis-à-vis des patrons. Les fascistes ont aussi assassiné et arrêté des communistes et des anarchistes et des socialistes et plus généralement des syndicalistes et des révolutionnaires, comme ce fut le cas de Giacomo Matteotti ou Antonio Gramsci. Beaucoup d'autres ont dû fuir. En 1927, Mussolini fonde la Carta di Lavoro. Il y établit une série de normes à suivre en matière économique et sociale. Dans l'article 7 de cette charte, il est dit que la gestion privée des moyens de production est la meilleure. Il est dit très concrètement, l'État corporatif considère l'initiative privée dans le camp de la production comme l'instrument le plus efficace et le plus utile dans l'intérêt de la nation. Les fascistes ont aussi introduit le terme de corporatisme, qui est une doctrine politique et sociale prônant l'intervention de l'État afin de résoudre les conflits sociaux via la création de corporations regroupant à la fois des travailleurs et des patrons. Cela veut dire que le fascisme recherche l'établissement d'un pacte social, on va dire, entre la bourgeoisie et les travailleurs, mettant ainsi fin, selon eux, à la lutte de classe, quelque chose qui est diamétralement opposé à la stratégie communiste, qui vise à élever au contraire cette lutte de classe jusqu'à ses dernières conséquences, soit la révolution des travailleurs et leur prise de pouvoir pour la conformation d'une nouvelle société allant dans leurs intérêts. Le fascisme n'a pas, de ce fait, et n'a jamais représenté la classe ouvrière. En 1930, par exemple, de 308 dirigeants fascistes italiens, selon Crouzet, 254 faisaient partie de la petite bourgeoisie. Suite à la Grande Dépression de 1929, qui s'est étendue à travers l'ensemble du globe, y compris dans l'Italie, le gouvernement fasciste fut obligé de redéployer l'État dans l'économie afin de partir à la rescousse de la grande bourgeoisie italienne et d'éviter la faillite principalement des grandes banques et des grands secteurs industriels. Et oui, la bourgeoisie en temps normal hurle tout le temps contre l'intervention de l'État dans l'économie et contre le service public, mais en temps de crise, ils sont bien contents de l'avoir, l'État. Logique étant donné que sous le capitalisme, l'État, c'est l'État de la bourgeoisie. En 1934, le ministre de l'Agriculture fasciste déclare: alors que presque partout la propriété privée supportait les charges les plus lourdes et subissait le poids de la dépression, en Italie, grâce aux actions du gouvernement fasciste, la propriété privée a non seulement été sauvée, mais elle a également été renforcée. On y observe bien donc les objectifs de la politique fasciste de l'époque. En 1934, Mussolini déclara encore et toujours aussi son soutien envers la propriété privée. Il dit: l'économie corporatiste respecte le principe de la propriété privée. La propriété privée complète la personnalité humaine. Les dépenses publiques
ont au final peu évolué durant le fascisme en Italie, en période de paix. De fait, durant la première partie de cette période, donc avant la Grande Dépression, la dépense publique, comme on peut le voir sur le tableau, se trouve à des niveaux plus bas qu'avant l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Ce n'est qu'après la Grande Dépression que les dépenses publiques, pour des raisons évidentes, se sont à nouveau accrues, pour quasiment revenir à son niveau initial, avec un emploi public qui restait à des niveaux particulièrement bas, puisque selon aussi Zamani, qui est aussi celui qui a donné les infos de ce tableau, eh bien la population active qui travaillait au sein du secteur public ne représentait que 5% de la population active globale. Nous avons vu au cours de cette formation que malgré ce qui est dit quelquefois par certains bonhommes qui se croient très intelligents, le fascisme au pouvoir n'est pas spécialement de gauche, c'est même tout le contraire. Le fascisme au pouvoir est particulièrement compatible avec le libéralisme économique, porté par exemple par certains gugus actuellement au pouvoir dans certains pays. Cette grande mais en même temps très peu connue compatibilité entre le fascisme et le libéralisme est aussi très bien démontrée par le passé avec les Chicago Boys latino-américains, les Pinochet, Videla ou les José Alfredo Martínez de Hoz, entre beaucoup d'autres. Et comment oublier, pour conclure, quand le 12 avril 1981, l'économiste libéral Hayek, pour le journal conservateur chilien El Mercurio, disait ceci concernant le régime fasciste d'Augusto Pinochet. Eh bien, je dirais qu'en tant qu'institution à long terme, je suis totalement contre les dictatures. Mais une dictature peut être un système nécessaire pour une période de transition. Parfois, il est nécessaire pour un pays d'avoir, pendant un certain temps, une forme ou une autre de pouvoir dictatorial. Comme vous le comprendrez, il est possible pour un dictateur de gouverner de manière libérale. Et il est aussi également possible pour une démocratie de gouverner avec un manque total de libéralisme. Personnellement, je préfère une dictature libérale à un gouvernement démocratique dépourvu de libéralisme. Mon impression personnelle, et c'est valable pour l'Amérique du Sud, est qu'au Chili, par exemple, nous assisterons à une transition d'un gouvernement dictatorial à un gouvernement libéral. Et pendant cette transition, il peut être nécessaire de maintenir certains pouvoirs dictatoriaux, non pas comme quelque chose de permanent, mais comme un arrangement temporaire. Voilà le vrai visage du libéralisme. Une idéologie du système qui, en temps normal, n'hésite pas à nous bercer avec de beaux discours, de belles paroles, mais quand le système capitalisme est menacé, quand les travailleurs s'organisent pour leurs droits contre la bureaucratie, le système retire son masque et instaure le fascisme comme un arrangement temporaire, si je devais citer Hayek, afin d'éradiquer par le terrorisme d'État le plus vil toute contestation ouvrière. Le fascisme, au final, c'est, comme le disait Dimitrov dans son texte Le fascisme et la classe ouvrière, présenté le 2 août 1935, le pouvoir du capital financier lui-même. C'est l'organisation de la répression terroriste contre la classe ouvrière et les éléments révolutionnaires de la paysannerie et des intellectuels. Le fascisme au pouvoir est la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. Et enfin, comme nous le montre l'histoire, mais aussi la réaction et les relations qu'avaient les libéraux et la bourgeoisie avec le libéralisme, sa victoire exprime plusieurs points. Ce qui est caractéristique de la victoire du fascisme, c'est précisément la circonstance de cette victoire. D'une part, atteste, qui a d'une part atteste
la faiblesse du prolétariat, désorganisé et paralysé par la politique social-démocrate scissioniste de collaboration de classe avec la bourgeoisie, et d'autre part, exprime la faiblesse de la bourgeoisie elle-même, qui est prise de peur devant la réalisation de l'unité de lutte de la classe ouvrière, prise de peur devant la révolution et n'est plus en état de maintenir sa dictature sur les masses par les vieilles méthodes de démocratie bourgeoise et de parlementarisme. Voilà donc cette solution d'urgence dont parlaient Volmis et les libéraux, une solution d'urgence, une solution finale que ces gens, la grande bourgeoisie dominante dans chacune de nos nations, ont été et seront prêts à tolérer de nouveau si c'était la survie du système qui était en jeu. Pour la bourgeoisie et ses sbires, le fascisme, c'est la dernière solution. C'est l'issue de secours du capitalisme face à un danger de mort. Et pour finir, avant de conclure, je vous présente ici la bibliographie des trucs que je n'ai pas déjà mentionnés plus tôt.